bonsoir madame, bonsoir messieurs. Question d'actualité aujourd'hui. Un autre son de cloche sur le dialogue politique national convoqué par le président de la République. Aujourd'hui donc, le point de vue d'un responsable d'un parti politique qui évolue dans la diaspora, en France beaucoup plus précisément. Il s'agit du parti dénommé Action républicaine pour le progrès, ARP, dont nous recevons aujourd'hui le président, à savoir M. Emmanuel Ilunga, que je salue. Comment vous allez, M. Emmanuel? Merci beaucoup. Je salue également tous les téléspectateurs et je remercie Dieu de m'avoir donné l'occasion de recevoir cette invitation. Voilà, merci, merci Emmanuel. Tout de suite, je vais préciser que vous êtes congolais, vous évoluez en France. Très bien. Et après avoir obtenu votre bac à Lubumbashi, vous avez poursuivi vos études de droit à l'université de Kinshasa, Oui. donc ici, et vous avez décidé de quitter le pays une année plus tard pour l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal. Exactement. Dans la même filière. Tout à fait. Et 2 années plus tard, vous allez rejoindre l'université Paris 8, Oui. toujours en France, cette fois pour des études des sciences politiques, et vous avez obtenu une maîtrise avec succès dont le DEA est en cours, et vous enseignez le droit à l'université Kofi Annan de Conakry en Guinée. C'est exact. Voilà, merci d'être avec nous. Je disais tout à l'heure que vous êtes également président d'un parti politique Tout à fait. qui évolue dans la diaspora, donc en France, En France. ce qui est très rare. Alors, dans ce cadre-là, je précise que M. Emmanuel Ilunga est un homme ambitieux et politiquement engagé. Vous avez milité au sein du collectif des étudiants étrangers à l'Université de Paris 8. En outre, vous êtes chef d'entreprise Oui. depuis 1997, Oui. toujours en France, et vous avez créé des emplois. Et à ce titre-là, vous êtes également membre du patronat français. C'est exact. Voilà, merci beaucoup. Nous entrons dans le vif de notre émission de ce soir. L'ARP, Parti républicain, Action républicaine pour le progrès, un parti dans la diaspora, on n'en a jamais entendu. Très bien. Merci beaucoup pour la question. Oui, nous sommes un parti politique, effectivement, commencé en diaspora, déjà pour 2 raisons. La première, c'est que les Congolais qui sont partis de notre pays sont environ 8 à 9 millions de Congolais en diaspora. Et tous ces compatriotes ont besoin de se retrouver autour d'une personne ou d'un mouvement, d'une organisation qui incarne leurs valeurs ou leurs ambitions. Donc nous avons décidé de créer ce parti politique depuis presque 10 ans. Nous l'avons créé et nous sommes également, pas simplement en diaspora, nous sommes également en République démocratique du Congo. Et nous sommes, je dirais, avec beaucoup peut-être de modestie, que nous sommes l'un des partis les mieux implantés en République démocratique du Congo. Mais vous n'êtes pas sur le terrain, on ne vous voit pas beaucoup. Personnellement, c'est la première fois que j'entends parler de l'ARP. Oui, c'est normal parce que nous avons des plans d'action que nous respectons. Être sur les terrains, nous y sommes sur les terrains. Si vous me dites peut-être qu'on ne nous entend pas beaucoup dans les médias, je vous dirais oui. Mais la présence sur les terrains, nous avons notre présence parce que nous sommes dans une période de sensibilisation et d'implantation du parti. Nous continuons à nous implanter d'abord. Et la diaspora vous est favorable au niveau de la France? Ben, nous sommes les leaders de la diaspora. Et j'en suis un des grands leaders de la diaspora congolaise. Nous avons des cadres, que ce soit au Canada, où je suis allé plusieurs fois, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Norvège, Manchester, un peu partout. Nous allons rencontrer la diaspora pour discuter des problèmes de notre pays et nos compatriotes ont besoin de nous écouter, de nous entendre. Et c'est facile d'évoluer politiquement à l'étranger comme ça au sein d'un parti politique? C'est pas facile, comme vous le dites, parce que beaucoup de nos compatriotes vivent dans des pays différents. Et nous avons pris ça comme mission, c'est notre mission, nous nous sommes donnés, nous le faisons avec bon cœur pour aller à la rencontre de nos compatriotes, leur expliquer comment nous allons trouver des voies et moyens pour sortir notre pays des souffrances. Alors cela dit, M. Emmanuel, est-ce que la diaspora congolaise a pris conscience qu'elle doit participer activement, cette fois-ci, activement et paisiblement au débat politique dans notre pays? La diaspora congolaise, je dirais, elle a toujours été consciente de son rôle. Et là, personne ne me contredirait que le rôle économique que la diaspora joue dans ces pays est immense.
Nous avons plus d'1 milliard de dollars ou 2 ou 3 milliards qui entrent chaque année en provenance de la diaspora. C'est-à-dire qu'il y a déjà cette conscience de ne pas laisser nos familles dans les souffrances et d'apporter des solutions de manière concrète à travers des envois Western Union à gauche à droite. Mais souvent, et sur donc, le terrain, c'est ça vous interrompt, parce que sur le terrain, les actions ne sont pas très palpables. Les actions, vous voulez dire les actions humanitaires? Mais sur le plan économique. Mais sur le plan économique, la diaspora envoie les moyens. Je pense que c'est le relais qui manque, peut-être l'organisation interne. Mais ça, je dirais entre guillemets, ce n'est pas le problème de la diaspora. La diaspora envoie les moyens. C'est les récepteurs qui doivent organiser pour coordonner les moyens sur les terrains. Souvent, les récepteurs sont des membres de famille. Des membres de famille ou des amis. C'est plus pour la survie? Pour la survie, parce que là, vous voyez bien que c'est le rôle de l'État. Ce n'est pas le rôle de la diaspora. Donc la diaspora remplace un peu le rôle de l'État pour vous dire qu'elle joue un rôle important. Alors là, c'est sur le plan économique. Alors sur le plan politique maintenant? Sur le plan politique, nous sommes là. Je suis représentant, j'incarne l'envie du changement, l'amour de la patrie, les possibilités de l'alternance. J'incarne tout ça. Et je viens pour ça. Je représente la diaspora. Elle peut pas, les 9 millions ne peuvent pas venir sur le plateau. Il faut bien qu'il y ait une personne qui incarne toutes ces valeurs. J'en suis un parmi d'autres qui sont en diaspora. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous travaillons beaucoup pour ces pays parce que nous aimons notre patrie. Alors, c'est diaspora qui a vu naître le mouvement des combattants. Oui. Et puis, est-ce qu'elle a compris qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien d'utiliser la violence comme moyen d'expression et qu'il faut dialoguer? Très bien. Dire qu'elle a compris que ça ne sert à rien, qu'il faut utiliser la violence pour... Non, moi je dirais, lorsque la nature ne peut pas s'exprimer par des voies autorisées, elle emprunte ses propres voies. Comme je disais tout à l'heure, quand il y a inondation, lorsqu'il n'y a pas de canalisation. Lorsqu'il y a des canalisations, l'eau est canalisée, elle va dans le fleuve. Et c'est pareil pour les jeunes, les combattants. Ils ont été frustrés, c'est les différentes frustrations de leurs parents et de leurs frères qui sont restés au pays. Toutes ces frustrations ont créé cette volonté des vengeances, ainsi de suite. Mais nous, on a beaucoup travaillé, parce que les gens ne les disent pas assez. Nous avons beaucoup travaillé auprès des combattants pour cesser, faire un moratoire sur la violence et transformer cette violence, n'est-ce pas, en combat politique. Et aujourd'hui, nous sommes écoutés. Tous les grands combattants qui étaient violents hier sont totalement d'accord aujourd'hui pour transformer leur force, leur énergie dans un combat politique noble. C'est ce que nous essayons de faire. Ce n'est pas facile, mais en tout cas, pour la plupart, vous voyez que les choses se sont calmées petit à petit et les gens acceptent aujourd'hui d'aller dans l'arène politique pour s'expliquer et trouver des solutions. Alors, aujourd'hui, vous acceptez le dialogue. À quelles conditions? Très bien. En fait, nous acceptons le principe. Le principe de dialoguer est un principe sacré. C'est un principe divin. Même dans nos familles respectives. Lorsque nous avons un problème entre un grand frère et un petit frère, entre une femme et un homme, il y a toujours les anciens qui viennent pour vous mettre ensemble pour dialoguer. C'est un principe sacré qui a traversé la nuit des temps. Nous accordons à ces principes notre valeur. Donc nous souscrivons à ces principes. Maintenant, ce que nous demandons, c'est le chronogramme, c'est-à-dire quels sont les points qui seront traités dans les principes de dialoguer et quels sont les objectifs qui seront poursuivis dans le principe de dialoguer. À ce moment-là, si je vous dis oui en âme et conscience. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de descendre sur les terrains, expliquer à nos compatriotes qui refusent les dialogues. Comment leur expliquer pour les convaincre de venir au dialogue si nous n'avons pas les chronogrammes et que les choses ne sont pas encore définies? Oui, alors les choses seront définies peut-être avec la mise en place de la commission préparatoire. C'est exactement. S'il y a la préparation, la mise en place de la commission préparatoire, ça c'est une chose importante. Ça va permettre d'éclaircir, ça va permettre de remettre les choses en place et que tous ceux qui étaient réticents de quelque manière que ce soit pourront, dans cette commission préparatoire, poser des conditions d'aller au dialogue. À ce moment-là, la discussion se fera en amont et lorsqu'il y aura certainement dialogue, ça sera différent. Il y aura les chronogrammes seront clairs et les objectifs seront clairs aussi. À ce moment-là, tout le monde pourra y aller. Au niveau de la diaspora, donc, sinon, le principe est déjà acquis. Non, je ne peux pas dire que le principe est déjà acquis. Il y a une partie de la diaspora qui accepte le principe de dialoguer. Il y en a une partie qui ne veut pas le principe de dialoguer, évoquant la Constitution qui est claire sur un certain nombre de points. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le dialogue ne concernera pas la Constitution. Le dialogue concerne l'ensemble des problèmes que nous vivons dans le pays.
toutes les tensions qu'il y a entre l'opposition, la majorité. Et tout ça, ça va se discuter au cours d'un dialogue. Il y a des choses qui ne peuvent pas se discuter dans l'hémicycle. Parce que là, ce sont des élus qui sont dans l'hémicycle, ils débattent entre eux. Mais il y a des choses qui doivent se discuter avec l'ensemble, inclusivement, la société civile, les églises, les partis politiques. Et ça, il n'y a qu'autour d'une table ronde qu'on peut débattre de ce genre de sujets. Et c'est là son importance, le dialogue peut prendre son importance. Si c'est très bien organisé, ça sera un moment sacré pour notre pays parce qu'il peut poser les bases d'une très bonne démocratie. Et alors, puisque vous avez également la mission d'éduquer vos membres, c'est la mission, d'ailleurs, une des missions d'un parti politique, est-ce que vous prenez le temps au sein de l'ARP de canaliser toutes les personnes qui sont hésitantes aujourd'hui pour les amener à comprendre le bien fondé du dialogue dans son principe fondamental? Très bien. Et pas plus tard qu'hier, j'ai reçu mes militants au siège du parti, au Beaumarchais, au 208 avenue Bokango. Il y a eu beaucoup de mes militants qui étaient réticents, y compris mes cadres, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je peux accepter le principe de dialoguer. J'ai expliqué les biens fondés du principe de dialoguer, parce que c'est un principe qui calme les tensions dans un pays. Nous savons très bien dans notre pays les souffrances que nous avons traversées. Notre histoire nous rappelle chaque fois nos devoirs. Et donc, le fait de dialoguer entre les deux adversaires importants, c'est-à-dire la majorité et l'opposition, c'est un moment unique dans l'histoire d'une nation. Entre la majorité et l'opposition, la société civile, c'est un moment unique. La société civile, les églises, c'est un moment unique. Donc on ne peut pas ne pas profiter de cet instant pour mettre les choses à plat. Et ce n'est pas simplement le mandat présidentiel. Le mandat présidentiel ne dure que 5 ans. Au bout de 5 ans, mais les dialogues concernent l'avenir de la nation. Donc je pense que ça dépasse largement les cadres d'un mandat présidentiel. Et donc c'est important que les Congolais se retrouvent autour d'une table pour éviter justement des frustrations, comme vous avez dit tout à l'heure, les réactions des combattants à l'étranger, pour éviter, par exemple, ce qui s'est passé en février de cette année. Ok, et alors, c'est sûr, M. Manuel, qu'au cours des forums comme ça, qu'il y ait toujours des divergences. Alors, s'il y a des divergences fondamentales ou même des divergences majeures, comment peuvent se comporter les participants dans ces cas-là? C'est sûr qu'il y en aura, ça n'a rien à faire. C'est clair. Oui. Mais c'est pour cela, la commission préparatoire est importante. Il faut qu'il y ait de la bonne volonté dans les deux camps, c'est-à-dire dans les camps de l'opposition comme dans les camps de la majorité, les deux camps. Il faut qu'il y ait la bonne volonté d'aller vers le progrès, vers les lumières. Les lumières vont profiter à tout le monde. Et donc, à ce moment-là, s'il y a des divergences, il faut que ça soit traité dans la commission préparatoire. Parce que si ce n'est pas traité dans la commission préparatoire, il y aura encore une opposition qui ne va pas participer. Le dialogue ne sera pas inclusif et ne va pas concerner l'ensemble des Congolais. Ça va accoucher de quelque chose qui ne va pas servir la nation. Voilà. Nous entrons l'année prochaine dans une année électorale. Les Congolais ont besoin de se retrouver, de se parler, de comprendre un peu un certain nombre de choses. Ils ont des questions qui n'ont pas de réponse. Donc, il faut poser calmement les bases d'un cadre où on va discuter, on va échanger sans faire des dégâts à la nation. Alors, quel pourrait être le message de votre parti, de la diaspora au fait, puisque vous serez entre autres porte-parole de la diaspora congolaise au sein du dialogue, quel pourrait être fondamentalement votre message au cours de ces dialogues? D'une part, je voyage beaucoup, pas pour le plaisir de voyager, pour rencontrer nos compatriotes, pour expliquer. J'ai commencé déjà, ça fait 3-4 semaines, je suis allé à gauche, à droite, pour expliquer à nos compatriotes le bien fondé du principe de dialoguer. Parce que pour la plupart, la diaspora est très hostile au fait de dialoguer. C'est-à-dire, elle suppose, on est sur les plateaux, s'il faut dire la vérité, ça ne sert à rien de se voiler le face, la diaspora suppose que le dialogue veut dire glissement. Oui. Voilà, donc je mesure mes mots, le dialogue veut dire glissement. Et alors, il faut expliquer que la Constitution est un acquis. Notre Constitution a été votée au référendum. Donc on ne peut pas l'amender comme ça sans remplir un certain nombre de conditions. Le dialogue ne peut pas avoir le pouvoir d'amender ou de modifier ce que la Constitution a dit, si nous ne mettons pas des communs accords. Donc la Constitution court toujours, mais les dialogues, c'est aussi une voie parallèle pour essayer de calmer les tensions et essayer d'éclaircir des zones d'ombre.
Mais cela ne veut pas dire que la Constitution est abrogée parce que nous sommes en train de dialoguer. Il faut que ça soit clair là-dessus. La Constitution court toujours avec tous ces articles, mais le dialogue permet justement d'éclaircir des zones d'ombre et d'échanger et de calmer les tensions et de rassurer tout le monde. Et vous avez une exigence en ce qui concerne la présence d'un facilitateur international? C'est une évidence, un facilitateur international. Parce que si nous voulons faire des choses sérieusement, nous voulons être respectés dans le monde, que les gens nous regardent comme des adultes responsables, je pense que nous devons remplir un certain nombre de conditions. Sinon, ça sera quelque chose d'orienté et personne ne s'y intéressera. Et donc, moi, je pense très sincèrement qu'on ne peut pas être juge soi-même et parti. Si nous décidons, nous, d'être partis, nous devons avoir un juge. Et un juge a toujours sa neutralité. Et la communauté internationale, elle est prête d'ailleurs. Il nous suffit de faire appel à la communauté internationale pour organiser les cadres et trouver soit un médiateur, soit un facilitateur. Et que vous dit la présence de M. Djenitz? Il y a eu 4 noms qui circulaient. Saïd Djenitz, Kofi Annan, Eduardo dos Santos et Moustapha Niasse. Oui, ça, oui, dans la presse alors. Oui, dans la presse, ça circulait. Ouais. Mais moi, Saïd Djenitz a l'expérience, c'est un ancien ministre, je crois, de l'Intérieur en Algérie. Il a beaucoup d'expérience. Il a été ministre en même temps que Bouteflika, l'actuel président. Il a participé dans beaucoup de facilitations en Guinée-Conakry. Il a l'expérience. Mais Saïd Djenitz est loin de connaître les problèmes du Congo. Il est très loin des problèmes du Congo, de connaître les rouages de nos difficultés. Je préférerais personnellement Eduardo dos Santos. Parce qu'Eduardo dos Santos, il est, entre guillemets, il est congolais. Il maîtrise bien les situations de notre pays, qui est Saïd Djenitz, qui est africain certainement, mais il est très loin de nos préoccupations. Je pense que si nous devons faire des choses avec beaucoup de chances de réussite, nous devons faire appel à des gens qui incarnent plus ou moins les problèmes. Parce que les problèmes du Congo, c'est les problèmes de l'Angola. Nous avons presque 1000 km de frontières avec l'Angola. Donc, ils sont directement liés à nos problèmes. Alors, moi, je préférerais Dos Santos que Saïd Djenitz. Rien que pour cette raison. Alors, vous êtes... enfin, c'est ce qu'on dit. Donc, vous n'avez pas confiance en la classe politique dont vous faites partie vous-même à pouvoir vous mettre ensemble pour résoudre les problèmes du Congo? Mais vous savez, c'est pour cela, ce n'est pas une question de confiance. C'est une question de vue. Parce que à partir du moment où il y a plusieurs partis politiques, il y a plusieurs ambitions de corriger les erreurs qui ont été commises dans ce pays et plusieurs programmes. Donc chacun a sa vue sur l'évolution, le progrès de ce pays. Ce n'est pas une contradiction, mais chacun a son opinion là-dessus. Et donc on ne peut pas mettre les gens qui ont des opinions divergentes et leur dire vous serez jugés partis. Ça n'existe nulle part. Même les églises? Les églises aujourd'hui, nous pouvons faire confiance à l'église catholique qui a toujours joué un rôle important dans ces pays. Par exemple, je serais d'accord, mais ce serait mieux, ça serait important mieux de prendre un médiateur qui n'a aucun intérêt, je dirais, direct avec la République démocratique du Congo, ça serait mieux. Ça serait plus rassurant plutôt. Et alors, à part cette question qui semble ou qui a semblé diviser la classe politique, il y a également d'autres conditions que vous posez avant de participer à ce dialogue? C'est-à-dire sur le chronogramme, pour rassurer la population, parce que les populations congolaises se posent des questions. Ils veulent savoir, les dialogues, ça va concerner quoi? Est-ce que les dialogues, ça va concerner les glissements, ça va concerner les changements de la Constitution? Est-ce qu'on va avoir encore une autre Constitution? Est-ce que chaque fois qu'il y a élection, il faut toujours poser des problèmes de la Constitution? Parce que, comme hier, on m'a dit, en 2006, on avait une autre Constitution, on arrive en 2011, la Constitution a été changée, on est allé à un tour. Et en 2016, il y a encore des problèmes qui se posent. Est-ce que ça sera toujours comme ça? Ça, ce sont des points qu'il faut inscrire au chronogramme, en disant qu'il y a des acquis dont les Congolais se sont battus pour acquérir, que ça reste des acquis. Notamment, moi, personnellement, je mettrai sur les mandats présidentiels. Le président, et puis les statuts du chef de l'État sortant. C'est très important, parce que nous devons créer un statut du chef de l'État. Lui créer un statut pour d'abord le mettre à l'aise dans les conditions et le rassurer qu'il soit quelqu'un où les pays, le jour où les pays ont un problème, on peut les consulter comme un sage. Donc il faut créer ces statuts. Les grands pays ont, mais rester sur les acquis. 2 mandats, c'est largement suffisant parce que le pouvoir, ça use. Le fait de rester longtemps au pouvoir, on peut, je dirais, désorienter son point de vue sur la réalité. La réalité devient totalement déformée.
Donc c'est toujours mieux de se mettre un peu à l'écart de temps en temps et observer les choses. Alors là, c'est sur le plan purement politique, mais alors sur le plan social, puisque c'est ce qui intéresse le plus la population. Très bien. La population, parfois, n'a que faire avec toutes ces divergences à caractère politique, puisqu'elle croit que la bagarre entre politiciens, c'est le partage du pouvoir, c'est les intérêts privés. Mais alors, aujourd'hui, qu'est-ce que la population, toujours dans ce cadre-là, qu'est-ce que la population peut tirer comme profit sur le plan social? Je pense, très franchement... Ça doit être inscrit également à l'ordre du jour. Ah, bien sûr, mais ça, c'est un programme. C'est tout un programme. D'abord, il faut organiser l'administration. J'ai dit l'administration de l'État. Comment les choses vont s'organiser. Après, il faut mettre le programme en route. C'est tout un programme que c'est lui qui sera le prochain chef de l'État ou le prochain gouvernement, si vous voulez, va mettre en route comment développer les pays. Nous avons tout un programme ficelé, façonné pour développer ces pays et donner la chance à tout le monde. Parce que nous considérons que la République doit être la fabrique des riches. La République doit être la fabrique des... c'est-à-dire l'ascenseur social, la République. Et si la République n'est pas l'ascenseur social, ça devient grave. Il n'y aura plus de justice, ni de justice sociale, et il n'y aura plus de paix, ni de paix sociale. Et donc nous, la République que nous prenons dès demain, c'est une République qui sera un ascenseur social et une fabrique de l'égalité républicaine. Mais à très court terme, c'est-à-dire au lendemain du dialogue, par exemple, mais qu'est-ce qui doit être fait sur le plan social dans l'immédiat? Ça, c'est ce qu'attend la population. Oui, mais dans l'immédiat, sur le plan social, rien ne peut être fait. Dire que quelque chose peut être fait dans l'immédiat sur le plan social, je pense que c'est trop réducteur. Les bases de la République doivent être bien fondées et solidifiées. C'est ça qui va permettre que les plans sociaux soient organisés. Si les bases, les liens de la République ne sont pas solidifiés, il n'y aura rien qui sera fait sur le plan social. Sur le plan social, les gens veulent boire, manger, travailler. Or, pour créer des emplois, pour appeler les investissements, il faut que la politique rassure. Il faut que la société soit en paix. Il faut qu'il y ait la paix sociale. Or, à ces jours, avec la tension qui règne, les investisseurs ont peur. L'argent a peur de bruit. Et donc, on ne peut pas garantir à la population quelque chose de solide, d'accord, de comment on va développer ces pays. Alors, M. Manuel, nous allons mettre un terme à cette émission. On avait juste une trentaine de minutes. Mais alors, quel est votre appel, en quelques mots, en prévision de ces dialogues qui se dessinent, d'un message vis-à-vis de la population, vis-à-vis des partis politiques qui sont encore résistants jusqu'à aujourd'hui et vis-à-vis de la communauté internationale? D'abord, vis-à-vis des partis politiques, des leaders politiques de notre pays qui sont réticents par rapport au dialogue. Moi, je les appelle, je ne veux pas dire à la raison, c'est trop prétentieux, mais je les appelle à encore vérifier, à regarder encore une fois leur position sur le principe du dialogue. Est-ce que c'est un mauvais principe? Si c'est un mauvais principe en âme et conscience, bon, ils vont dire non, on n'y peut rien. Si c'est un bon principe en âme et conscience, il y a une commission préparatoire. Alors c'est là, tout doit se discuter. Alors là, ils pourront dire oui ou non. J'appelle particulièrement tous mes amis pour qui j'ai beaucoup de respect, et Martin Faïlou, et Franck Diongo, et tous ceux dont je n'ai pas cité les noms, mais en tout cas, je les appelle à regarder leur position, à voir si réellement nous pourrons ouvrir un petit peu notre fermeté pour regarder si le principe de dialoguer est un mauvais principe. Si ce n'est pas un mauvais principe, il faut qu'on essaie de corriger, de regarder si dans la commission préparatoire les choses ne vont pas bien à ce moment-là. En âme et conscience, on dit non. Ou à ce moment-là, en âme et conscience, on dit oui. Et vis-à-vis de la population qui vous regarde? Vis-à-vis de notre population, la population regarde beaucoup plus ce qui les représente, donc la classe politique. Mais globalement, j'appelle la population à la modération. À la modération, mais à rester toujours vigilant vis-à-vis de notre classe politique, y compris de l'opposition. Parce que les exigences de la population sont fortes. La population veut des solutions à leurs problèmes qui sont liés au conflit politique. Et donc la population exige que la classe politique soit plus responsable pour prendre des décisions qui vont dans le sens d'apaiser les tensions et dans le sens du progrès. C'est ce que la population exige, parce que la population ne sera pas autour de la table de négociation. Donc elle veut que la classe politique soit plus responsable, plus sage, pour prendre des bonnes décisions en leur faveur.
Et donc, moi, je serai là, je serai toujours aux côtés de mon peuple, aux côtés de la population, et je ferai tout pour mériter leur confiance. Et la communauté internationale? À la communauté internationale, en fait, globalement, elle n'agit pas à la place d'un État. Elle vient en secours à une situation donnée. Et je pense que nous devons donner, nous, la chance à la communauté internationale de venir avec toute sa force pour que, au sortir de notre conversation, entre guillemets, que nous puissions avoir de l'aide de partout, du monde entier. Et que pour une fois qu'on dise, ah, les Congolais ont pris des bonnes décisions pour les nations, maintenant ils vont prendre de l'envol. Et la communauté internationale est neutre. Et en venant, je crois, je reste convaincu, qu'elle ne viendra pas avec des solutions préfabriquées, mais elle va orienter sa position en rapport avec nos demandes. Voilà, je vous dis sincèrement merci, M. Emmanuel, d'avoir accepté l'invitation des questions d'actualité. C'est sûr que vous serez avec nous sur ce plateau pendant ou après le dialogue, afin qu'on puisse tirer tout simplement les conclusions à propos de tout ce que nous venons de nous dire sur ce plateau. Merci également à tous ceux qui viennent de nous suivre. Prochain rendez-vous, semaine prochaine. Bonsoir à tous.